Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au CCO pour cette 51e édition de Questions publiques, le rendez-vous mensuel co-organisé par le Centre de communication de l'Ouest, le Conseil de développement de Nantes Métropole et donc la revue Place publique Nantes-Saint-Nazaire. Alors ce soir, nous accueillons Yves Michaud, qui est philosophe, spécialiste de philosophie politique et d'esthétique, qui a, entre autres, dirigé pendant 12 ans, de 1997 à 1989, l'École nationale des beaux-arts à Paris, et qui a été un des fondateurs et animateurs de l'Université de tous les savoirs, qui avait été lancé, c'était pour le passage au 21e, et qui ensuite a été pérennisé et a fonctionné jusque 3 ans, 4 ans, jusqu'en 2013. Donc, Yves Michaud est l'auteur d'un ouvrage qui fait un peu de bruit, qui a été publié au mois de mars chez Stock, qui s'appelle « Contre la bienveillance ». Et on a devant nous donc presque 2 heures pour en discuter, échanger. On va rester sur le format habituel, environ 1h30 de dialogue, sur le mode de la conversation, et puis ensuite des questions de la salle qui, j'en suis convaincu, ne vont pas manquer. Alors avant de lancer l'échange, je vais juste lire je vais commencer par la fin et lire un bref passage de votre ouvrage et de la conclusion en particulier, où vous dites « La violence des faits a ceci de bon qu'elle fait revenir sur Terre. Mais revenir sur Terre n'est pas renoncer au rêve ni à l'utopie. Le paradoxe de notre situation est que nous n'avons plus de capacité de rêve ni d'utopie, car nous n'avons plus de vision. C'est cette capacité de vision en se projetant à partir des faits qui est à retrouver. Avec elle reviendra celle d'utopie et de rêve. » Je commence par la conclusion, parce que vous nous proposez un cheminement, un chemin avec Contre la bienveillance, pour retrouver cette part d'utopie et de rêve. Mais c'est un chemin qui, je vais paraphraser un ancien Premier ministre, un chemin avec une pente qui est raide, je crois, c'est Jean-Pierre Raffarin de mémoire qui disait cela. Et vous faites un constat qui est rude. On dirait en langage politique que c'est un ouvrage assez clivant. Oui, alors écoutez, d'abord merci de m'avoir invité, merci d'être présent, merci de votre introduction. Alors, je vais parler en fait des conditions dans lesquelles j'ai écrit ce livre, pour bien les situer et qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai commencé ce livre en mars 2015, bon évidemment après Charlie Hebdo, après le mars avec Charlie Hebdo, mais en fait c'était pas une réaction, le livre venait de plus loin, puisque je n'y traite pas seulement du terrorisme, puisque je dis qu'il y a 3 faits aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de regarder en face. C'est effectivement la montée du fondamentalisme religieux, ensuite la montée des populismes, et en troisièmement, la faillite des politiques internationales idéalistes. Et alors, j'ai une activité internationale assez large et qui n'est pas en général tournée vers les pays tranquilles, puisque à la suite du succès de l'Université de tous les savoirs, j'ai été beaucoup sollicité par des pays arabes, et notamment au Maghreb, pour aider à promouvoir des projets du même genre, évidemment, qui étaient menés par des démocrates ou des gens ou des religieux modérés. Donc, si vous voulez, j'avais pris conscience au fil de ces conférences, qui n'étaient pas toujours d'ailleurs dans des conditions de sécurité maximale, j'avais pris conscience, si vous voulez, de l'importance de la montée du phénomène fondamentaliste, et depuis longtemps. Je veux dire, je me souviens que quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, c'est une anecdote, mais j'avais reçu Mohamed Asla, qui était le directeur de l'école des Beaux-Arts d'Alger, qui était venu me faire part de son désarroi total, et qui, 6 mois après, a été assassiné par le fils, avec son fils. Et je n'ai pu retourner aux Beaux-Arts d'Alger qu'en 2005. Et la situation était, vous voyez un petit peu, pour donner les conditions. Donc,
j'ai pas écrit en réaction, si vous voulez, à Charlie Hebdo, mais d'une part en réaction à cette perception de montée du fondamentalisme, d'autre part la montée du populisme, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très très longtemps, hein, je dirais même depuis les années 90. Et notamment en 2002, lors du 21 avril, j'avais pris parti contre le ralliement inconditionnel à Jacques Chirac, en soulignant les responsabilités qu'il avait et que la classe politique avait dans la montée du fondamentalisme. Et je crois que l'histoire a montré que, je veux dire, les fameux fronts républicains sans pacte républicain, sans condition, c'est une escroquerie. Parce que qu'a fait Chirac en 2002 ? Il a empoché l'élection et puis ça a été fini. Et puis par ailleurs, troisième point, j'ai beaucoup écrit sur la violence et je reste un observateur attentif de la politique internationale. Et effectivement, on est allé de désastre en désastre au nom de l'idéalisme. Hein. Je dirais simplement, regardez l'aventure américaine en Irak, auquel là, Dieu merci, Chirac nous a évité d'aller. Mais ensuite, le désastre libyen, ensuite le désastre syrien, etc., etc. Donc, à partir de là, mon livre vient de loin, si vous voulez. Et quand j'ai écrit, puis je vais aller vite, quand j'ai écrit la première version du livre, j'étais moi-même affolé de ce que j'écrivais. Quand vous dites qu'il est clivant, je l'ai soumis à deux personnes, à ma femme d'abord qui m'a dit tu arrêtes et ça va te valoir que des ennuis. Elle est dans la communication, donc elle s'y connaît assez bien. Et puis quand même mon éditeur chez François Azouvi, chez Stock, et qui m'a dit ça flanque un coup, mais il faut le continuer. Et je l'ai continué. Si Azouvi m'avait dit non, je l'aurais pas continué. Parce que j'ai d'autres choses à faire et je n'avais pas prévu ce livre, si vous voulez, dans ma production. Donc, effectivement, moi-même, les idées que j'avançais, avec leur radicalité, me bouleversaient pas mal. Quand je dis qu'il faut changer de logiciel, moi-même, j'étais obligé de changer de logiciel. Et puis, je dirais que depuis, je me suis aperçu que malheureusement, ce que j'ai dit paraît assez banal, hein, finalement. Je veux dire, le terrorisme. Par exemple, l'éditeur de Stock, pas le directeur de collection, mais le directeur des éditions Stock, voulait à tout prix que j'enlève la phrase les attentats qui auront lieu pendant que j'écris ce livre et pendant qu'il sera sous presse. Évidemment, le 14 novembre, il n'était plus question de supprimer cette phrase, hein, mais le livre a été fini fin août 2015. Et donc, j'étais moi-même gêné par ce livre. J'aurais voulu d'ailleurs lui donner, et je regrette d'avoir transigé, un autre titre, c'était « Contre la bienveillance et contre la croyance ». Puis j'ai molli. Hein, et j'ai laissé tomber contre la croyance, que je regrette, parce que ça aurait quand même mieux mis l'accent sur l'ensemble du spectre, de l'éventail que je traite. Voilà. Alors, mais c'est clivant, je reconnais, et je vous signale qu'il va y avoir une suite qui va paraître d'ici un mois, qui est explicite, c'est pas une répétition, qui est explicite, s'appellera Citoyenneté et Loyauté, et qui sera probablement encore plus clivant. Hein. Alors, je vous propose qu'on prenne, souligner 3 points, hein, le fondamentalisme religieux, le ou les populismes, vous allez peut-être nous expliquer, entre le populisme de droite, populisme de gauche, et puis après la réelle politique étrangère, enfin revenir à une réelle politique étrangère et non pas à une politique internationale des bons sentiments. Alors, fondamentalisme religieux, vous soulignez combien nous accueillons aujourd'hui au sein de la communauté, parmi nos concitoyens, des gens qui sont comme nous, avec les mêmes droits, mais qui ne partagent pas nos valeurs. Et c'est pour vous le problème essentiel, au cœur de la société. Alors, non, c'est pas le seul, parce que je considère pas que, contrairement à ce qu'on peut croire, je considère pas que le problème le plus redoutable soit celui du fondamentalisme religieux. Je pense qu'aujourd'hui, le problème le plus redoutable, et j'y insiste beaucoup dans le prochain livre, mais j'y insiste déjà dans ce livre, c'est les migrants. Hein, c'est la crise migratoire qui est liée justement au déséquilibre de la politique internationale.
Mais, alors, disons, pour être clair, sur le fondamentalisme religieux, ce qu'on voit revenir, si vous voulez, c'est des conditions qui sont proches de celles qui ont créé les guerres de religion, hein, au XVIe siècle, c'est-à-dire, finalement, au sein de la société politique, des affrontements religieux en vertu de croyances. Bon, il se trouve qu'en France, au terme de 3 siècles, 4 siècles de pacification, je dirais que les religions traditionnelles européennes, que ce soit les christianismes ou que ce soit la religion juive, sont rentrés dans le rang de la République et en reconnaissent fondamentalement les valeurs, non, tout en reconnaissant la liberté de conscience des croyants. Il se pose un vrai problème avec l'islam. Alors, sur l'islam, je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Je suis comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, j'ai essayé de lire le Coran. Mais d'abord, c'est pas facile de le lire dans la mesure où, selon les traductions qu'on prend et les traditions interprétatives, on a des versions qui sont complètement différentes. Mais cela dit, l'islam récent, hein, je dis bien l'islam récent pour pas rentrer dans les polémiques historiques où j'aurais pas de compétences, l'islam récent est en grande partie redevenu fondamentaliste. Et fondamentalisme et salafisme, c'est la même chose. Parce que les salafs, ça veut dire revenir à la pureté des principes. Et il y a continuellement eu, au cours de l'histoire de l'islam, des mouvements salafistes. Et donc aujourd'hui, on a de nouveau un mouvement salafiste qui durera ou qui ne durera pas, hein, ça dépendra, qui est en grande partie propagé par l'Arabie Saoudite et les Émirats, et qui est accueilli, alors là, ça c'est un point très important, qui est accueilli dans une fraction importante de la société française, tout simplement par la fraction de la société française qui est d'origine immigrée et qui n'est pas intégrée. On a fait beaucoup de conférences d'Université de tous les savoirs dans les lycées à partir de 2005. C'était moi qui en général faisais les conférences sur le communautarisme, souvent à la demande d'ailleurs dans des situations qui étaient problématiques. Et effectivement, j'ai vu monter, si vous voulez, cette revendication fondamentaliste chez les adolescents. J'incrimine pas les croyances, mais tout simplement, ils sont un, très ignorants, et deux, paumés. Alors pourquoi il y a ce retour, cette recherche ? Je crois que c'est une recherche d'identité. Vous savez, on voit aujourd'hui, il y a deux thèses. On oppose celle de Roy et celle de Keppel. Il y a celle disant d'une radicalisation de l'islam ou celle d'une islamisation de la radicalité. Je pense que les deux interprétations sont parfaitement justes et de manière concomitante. C'est-à-dire que vous avez une jeune génération qui n'est pas intégrée, qui est souvent au chômage, qui vit souvent de trafic, qui cherche à se reconnaître dans une identité, et l'islam est une identité. Je donne souvent cet exemple. À Marseille, en 2006, j'avais fait une conférence, une intervention dans un lycée nord professionnel sur le communautarisme, et les gamins qui avaient un vocabulaire de 700 ou 800 mots, tout ça pour dire l'importance aussi de l'ignorance et des difficultés dues à l'ignorance. Quand je leur avais demandé, vous, c'est quoi votre identité, ils m'avaient répondu, on est Marseillais et musulmans. Bon, mais je pense que maintenant, peut-être qu'à Marseille, avec le foot, ça resterait comme ça, mais dans beaucoup d'endroits, on vous dirait on est musulman seulement. On n'est pas Marseillais musulman, on n'est pas Lyonnais musulman, on est musulman. Hein. Je lisais en venant un numéro du Monde sur la mosquée des Quili, là, quelque chose comme ça. Les gens des communautés musulmanes sont d'abord musulmans, et puis accessoirement, ils sont français. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont citoyens. D'ailleurs, la plupart des terroristes étaient des citoyens français, sont des citoyens, mais qui ne reconnaissent fondamentalement pas les valeurs de la République. Ils ne reconnaissent pas la liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté de croyance, et ils ne reconnaissent pas non plus, notamment la chose la plus grave, c'est la liberté de ne pas être musulman. C'est-à-dire soit de ne pas l'être tout simplement parce qu'on est un kéfar ou quelque chose comme ça, ou soit de ne plus être croyant. Et un des points clés, quand je discute avec mes amis au Maghreb, un des points clés les plus noirs de l'islam, c'est l'interdiction de l'apostasie.
C'est-à-dire que c'est le seul péché mortel, si vous voulez, qui entraîne quasiment l'exécution immédiate. Donc on a ce paradoxe aujourd'hui d'une partie de la population française, encore une fois une partie, qui ne se reconnaît pas dans la République tout en y étant et tout en ayant les droits. Voilà, c'est le problème que ça pose. Vous dites une partie, vous le soulignez d'ailleurs dans la première partie du livre consacré au fondamentalisme religieux, vous dites que le fait qu'il n'y ait pas le droit à des statistiques ethniques fait qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas quantifier cette partie entre guillemets. Alors on peut pas, effectivement, ça c'est un des problèmes parce que je suis persuadé que, disons globalement, l'intégration au niveau des générations précédentes se fait mieux qu'on pense, mais que, alors en revanche, je dirais que pour les élèves, pour les gens qui sont dans les collèges et dans les lycées, alors là, je dirais, il y a maintenant une prédominance très forte de l'adhésion islamique. Je veux dire, souvent de manière extrêmement superficielle et rudimentaire. Mais par exemple, j'ai écrit un livre sur la tenue de classe avec un prof de lycée professionnel vers Aulnay, là. Et on essaye de faire le même livre sur la religion, pour comment parler de religion à l'école. Et il me disait que dans ces classes, actuellement, il a en gros 9 élèves sur 10 qui pensent que pour les attentats de Nice, c'est une manipulation policière pour déconsidérer l'islam. Vous voyez, c'est la réalité du terrain. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que ça continuera comme ça. Ça pose le problème de comment enseigner les gens, comment les intégrer, comment les déradicaliser quelquefois, toutes choses qui me semblent extrêmement difficiles. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde soit comme ça. Je veux dire. Et par ailleurs, je ne me prononce pas dans le livre sur les raisons. Il y a effectivement en France un legs postcolonial considérable. Et puis d'autre part, il y a le ratage complet des politiques de la ville et des politiques dites d'intégration. Je ne parle pas d'assimilation, des politiques d'intégration. Il y a aussi derrière, surtout, et ça c'est peut-être la chose auquel je suis le plus sensible, c'est l'effondrement du système d'enseignement. C'est-à-dire beaucoup d'ignorance, mais ça vaut aussi dans les pays du Maghreb. Dans les pays du Maghreb, la prolifération, si vous voyez ce qui est déversé comme émission de propagande religieuse et de feuilletons américains, c'est le mélange des deux qui est marrant, en provenance d'Arabie Saoudite et des Émirats, et du Qatar, etc., pour des populations qui sont, et les profs le disent, qui sont de moins en moins éduquées avec une faillite des systèmes d'enseignement. Sur ce fait de la montée du fondamentalisme, dans votre livre, vous dites en clair aussi que de notre côté, on n'est plus capable de définir ou d'expliquer le contrat social de notre société, les principes de vie en communauté. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à ça ? Oui, alors ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de faire, ça c'est la présentation des faits, si vous voulez, mais de dire au fond comment est-ce qu'on peut, non pas remédier, mais avoir de nouveau les idées claires sur ces questions-là. Et effectivement, ça m'a conduit à revisiter les théories du contrat social. Pourquoi ? Parce que, et je dirais que moi-même comme prof, j'en ai été, non pas coupable, mais j'ai fait la même chose. On a exposé les théories du contrat social comme si, d'une certaine manière, c'était des édifices conceptuels élégants et qui avaient donné naissance à la Révolution française, etc. On n'a pas vu que toutes les doctrines du contrat social sont d'abord des réponses aux guerres de religion. C'est la réponse à deux questions, les contrats sociaux. C'est à qui obéir ? À une époque, à partir du XIVe siècle, où les gens ne savent plus du tout à qui obéir. Est-ce qu'on obéit aux autorités de la ville, aux seigneurs, au roi qui commence à être un peu au-dessus des seigneurs féodaux, au pape, au prince, à l'empereur, l'Empire romain germanique, les Guelfes et les Gibelins en Italie, etc. Donc, il y a deux questions qui se posent, 14e, 15e, 16e siècle. C'est à qui doit-on obéissance, donc à qui doit-on la loyauté, et d'autre part,
que faire avec l'intolérance religieuse? Parce que disons que les massacres des guerres de religion en Europe, c'est quand même autre chose même que le terrorisme aujourd'hui. Et donc, ce que font les théoriciens du contrat social, quelle que soit leur divergence par ailleurs, c'est de dire à quelles conditions il peut y avoir une république. Donc, res publica, une chose commune qui réunit, je dirais, tous ceux qui y adhèrent et qui permet de former le corps politique. Or, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne parle pas de démocratie, je crois qu'aujourd'hui, on a perdu ce sens de la République. Alors, on l'avait vu, et à l'époque, je ne mesurais pas non plus ça. Derrière ce que disait Chevènement, il y avait quelque chose du même genre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous ayons le sentiment en tant que citoyens de faire partie d'un corps politique commun. Après se pose la question de la manière dont ce corps politique va être organisé. Est-ce que les formes de la démocratie en quelque sorte. Mais fondamentalement, il faut qu'il y ait un corps politique. Et ce corps politique correspond à un certain nombre de valeurs. Alors, ces valeurs, chez nous, en Europe, à travers l'évolution graduelle des sociétés, ces valeurs se sont plus ou moins stabilisées. En gros, les devises de la République française vont bien. Liberté, égalité et fraternité ou solidarité, comme on voudra. Hein. Je veux dire, on peut très bien avoir des corps politiques reposant sur d'autres valeurs. De ce côté-là, une théocratie repose sur des valeurs aussi. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, dans notre situation, avec notre héritage, avec notre passé, avec nos croyances fortes, notre corps politique repose sur ces valeurs-là. Simplement, nous avons oublié ces valeurs. Pourquoi nous les avons oubliées? Parce que d'une certaine manière, elles vont de soi. Je dirais que le succès de l'État-providence, le succès de la démocratie a fait qu'il va de soi que nous soyons libres. On juge qu'on n'est jamais assez. Il va de soi que nous soyons égaux. Ça ne veut pas dire qu'on le soit de facto, mais on revendique continuellement l'égalité. Et il va de soi, les gens disent le contraire, qu'on soit solidaire, ne serait-ce qu'à travers les transferts sociaux et la fiscalité. Mais comme, je dirais, ça va de soi qu'on baigne là-dedans, d'une certaine manière, on est immédiatement... ça va de soi, ça ne se questionne pas, on n'élucide pas nos valeurs, si vous voulez, je veux dire, et on les élucide pas plus à droite qu'à gauche. Hein, je veux dire, la charte des élections, c'était je suis d'accord de la primaire de droite, c'est je suis d'accord avec les valeurs de la droite républicaine. Bon, alors bon, il y avait républicaine hein, quand même, donc on pouvait imaginer que c'était liberté, égalité, fraternité, mais on se serait bien gardé de les énumérer. Et je suis persuadé que s'il y a la primaire de gauche, ça sera pareil. Je suis d'accord avec les valeurs de la gauche républicaine. Vous voyez. Mais on sent une certaine gêne à énoncer ces valeurs-là et surtout à énoncer leurs implications. Parce que leurs implications, je veux dire, liberté, c'est bien joli, mais ça implique... moi, par exemple, je suis pas contre le port du voile. La liberté de se vêtir comme on veut. En revanche, les pressions pour faire pratiquer le jeûne à tout le monde, les violences sur les femmes, etc., ça, je suis contre. Mais je dirais, on a le droit, jusqu'à nouvel ordre, de se vêtir comme on veut. On a le droit de penser ce qu'on veut, y compris d'être incroyant, je veux dire, etc., etc. Il faut expliciter ces valeurs. Vous dites même, et je pense que ça vaut pour les citoyens français, on va dire d'origine, hein, qu'il faudrait quelque part qu'on signe un serment civique. C'est-à-dire la façon de reconnaître ces valeurs, c'est un moment de dire je les accepte et je les respecte. Alors c'est pour ça que j'ai écrit une petite suite très courte. C'est parce que j'ai explicité ces idées-là. Je crois qu'il faut effectivement, il y a tout le chantier de l'école qui est à reprendre, mais aussi bien du point de vue de l'éducation civique que du point de vue de l'éducation tout court. Hein. L'école est très mal en point, hein, je veux dire. Et il faut absolument une éducation civique systématique, approfondie, contrôlée. Je me prononce aussi pour un service civique. Avant la 16e année et avec donc abaissement de l'âge de la majorité et un serment civique. On parle aujourd'hui des repentis qui reviennent du djihad. Je pense qu'une solution assez simple, ça ne veut pas dire que ça changerait leurs idées, c'est de leur dire est-ce que vous adhérez aux valeurs de la République, hein? Alors
évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une sanction au cas où ils n'adhèrent pas aux valeurs de la République. Mais la déchéance des droits civiques, ça existe. Et puis, il peut y avoir une gradation à la déchéance des droits civiques. Dans le livre, je me prononce même pour la déchéance de la nationalité. Et j'enfonce encore le clou dans le prochain livre. Parce que je ne trouve pas normal, si vous voulez, que je trouve même absurde conceptuellement que quelqu'un dise « je suis citoyen français ». Et je veux me prévaloir de tous les droits et des avantages que ça représente, qui ne sont pas négligeables. Moi, je suis content d'être citoyen français et de ne pas être citoyen saoudien, hein, par exemple, ou iranien. Je suis content d'être citoyen français, mais j'interdis la liberté de croyance, j'interdis la liberté des femmes, j'interdis les régimes alimentaires qui ne sont pas conformes à ma religion. Ça me semble lunaire comme position. Et j'attends qu'on me démontre que c'est compatible avec la République. Que les gens fassent leur régime alimentaire, très bien. Que les gens portent les vêtements qu'ils veulent, très bien. Que les gens gardent la religion dans le fort intérieur, très bien. Qu'ils aient leurs croyances, aussi absurdes soient-elles. Moi, je suis incroyant, bien que j'ai eu une éducation religieuse catholique. Que les gens aient leurs croyances religieuses, ils en ont parfaitement le droit, mais qu'ils les gardent pour eux. Et qu'ils la pratiquent dans leur communauté, mais sans empiéter en aucun cas, et sans que, sur les lois de la République, et sans surtout que ça confère à leur communauté des droits spéciaux. Alors de ce côté-là, je suis catégoriquement contre le communautarisme à la canadienne ou à l'américaine, c'est-à-dire avec l'idée de droits différentiels selon les communautés. Il y a un droit unique pour les citoyens français et les citoyens des pays républicains. Et vous êtes contre les menus non confessionnels? Contre les menus non confessionnels à l'école, Ah ben ça, j'ai quand même été sidéré je cite ça parce qu'à l'époque, et j'ai remarqué que beaucoup de gens se sont bien gardés de le dire, quand il y a eu ce projet de suppression des menus sans porc à Villefranche-sur-Saône, etc., Madame Najat Vallaud-Belkacem a eu une phrase qui m'a laissé pantois, parce que je me suis dit, c'est du Houellebecq, hein, déjà. Elle a dit qu'elle déplorait la suppression des menus non confessionnels. Autrement dit, ça voulait dire que le menu avec porc, c'était un menu confessionnel. Alors c'est là que c'est grave, vous comprenez ? Et j'insiste sur le fait que je suis un empiriste. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a la réalité, les faits, et je les étudie dans le détail. Hein, parce que très souvent, on n'étudie pas les faits dans le détail. Et donc, on se met à déblatérer des choses générales en n'ayant pas regardé les faits. Mais moi, quand j'entends une ministre de l'Éducation nationale qualifier un menu avec porc de menu non confessionnel, un menu sans porc de menu non confessionnel, alors là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, même dans sa conception à elle de la République. Hein. On est déjà dans Houellebecq et dans Soumission. Alors, comment, même s'il n'y a pas de recette, de remède, enfin vous dites, il y a par exemple vous faites état là, ce que vient d'évoquer Philippe sur l'engagement à la citoyenneté auquel pourraient être soumis les fondamentalistes. Mais comment pensez-vous que l'on puisse aujourd'hui faire reculer ce fondamentalisme? C'est l'école, c'est l'éducation? Est-ce que ce ne serait pas simplement trouver du boulot aussi? Non, mais c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de simplement, je vous dis, les politiques de la ville ont été très déficientes, alors qu'elles ont coûté quand même quelque chose comme 100 milliards d'euros hein, sur 30 ans ou 40 ans. C'est que ça, d'abord, il suffit pas de faire de l'urbanisme. Je crois que la qualité de l'enseignement, le levier fondamental dans notre société, aussi bien d'ailleurs pour le chômage en général que pour le chômage des banlieues, c'est l'enseignement. Si vous formez des gens ou si vous leur laissez croire qu'ils sont formés alors qu'ils savent pas, ils savent à peine parler le français, qu'ils savent même plus articuler en français. L'autre jour, je parlais avec une travailleuse sociale de Marseille qui me disait qu'elle avait affaire avec des filles qui avaient quitté l'école à 15 ans, qu'elles avaient 20 ans, certaines étaient d'origine immigrée, d'autres pas, qui étaient incapables de raconter ce qu'elles avaient fait pendant les 5 précédentes années. Elles avaient drogassé avec les potes, comme elles disaient. Hein, ne savaient pas ce qu'elles avaient fait. Et dont une disait « Je serai libre quand je serai mariée ». Hein, vous voyez un petit peu le truc, le côté paumé. Or, il y en a beaucoup plus de gens paumés qu'on croit. Hein, il y a beaucoup plus de gens, y compris de Français de souche, comme on dit. Moi, j'avais des étudiants à Rouen qui sont partis faire le djihad et qui étaient des bons Normands, hein, un peu abrutis.
mais et complètement paumés, mais qui sont partis faire le djihad, à la recherche de quelque chose pour un repère. J'ai mis dans le livre, à la fin, j'ai mis un appendice sur une conversation que j'avais eue avec un chauffeur de taxi très intelligent à Paris, qui m'expliquait que sa foi lui donnait des règles, ça cadrait sa vie. Maintenant, il savait quoi faire. Et quand on m'a demandé de faire une conférence dans le cadre de l'Université populaire en Tunisie, à Bizerte, il y a 2 ans, en juillet, sur la peur de la liberté, ma conférence a été interdite par les autorités islamiques de la ville. Vous voyez un petit peu. On n'a pas le droit de parler de la peur de la liberté, parce que la liberté, c'est le diable. Hein. Vous voyez, c'est ça. Donc, alors, je crois qu'il y a l'éducation qui est un chantier prioritaire. Il beaucoup mieux connaître ces populations, donc avoir aussi des statistiques et savoir quel est l'état de cette population. Mais moi, fondamentalement, je crois, c'est éducation civique pour les petits et tous les petits Français, hein, depuis la maternelle, apprendre les principes élémentaires du respect d'autrui, de la liberté, de l'égalité, de la correction dans les relations humaines, de la sociabilité. Idem pour le collège, qui est un lieu crucial. Hein. J'ai fait beaucoup de cours pour le philo-ado, hein, et je continue à en faire. C'est un lieu crucial pour la formation. C'est déjà beaucoup moins facile de travailler au lycée, parce que les gens sont déjà beaucoup déformés par les réseaux sociaux, comme on dit, par le groupe, par la communauté, et puis ils ont le sexe dans la tête, donc ils pensent plus à rien. Aussi, il y a ça. Donc, former, vous savez, en fait, ce qu'on oublie aussi de croire, c'est qu'une société, c'est des entrants et des sortants. Hein. Donc, d'une certaine manière, en revanche, le type qui revient du djihad, moi, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est le surveiller et éventuellement le mettre en cabane s'il risque d'être nuisible. Mais l'idée de le déradicaliser me fait rigoler. Ou alors c'est du lavage de cerveau, et à ce moment-là on va se retrouver avec les Khmers rouges, ou alors on lui chantera des chansons et on lui fera faire du cheval, et ce ne sera pas de la déradicalisation, c'est tout. Puis la vieillesse est bien, parce que les gens, quand ils sont vieux, ils finissent par s'assagir aussi. Ce que vous dites sur l'école, ça amène à ces questions des ruptures que vous évoquez dans le 2e chapitre de votre livre, et la montée des populismes, puisque une des ruptures dont vous parlez, c'est la rupture connaissance-ignorance. Donc peut-être on peut aller sur cette montée des populismes, si vous voulez justement la développer un petit peu, comment vous la... Alors, ça c'est la montée d'abord montée des populismes, elle est généralisée. Je laisse de côté le cas des États-Unis de Trump, parce que, ayant vécu beaucoup aux États-Unis et connaissant les États-Unis, c'est quand même un monde à part. Si vous voulez, les Américains, ils pensent pas comme nous, ils sont pas comme nous. Mais en Europe, en revanche, il y a une montée du populisme qui est caractéristique. Je veux dire, c'est-à-dire, on l'a eu en Autriche, bon, il ne s'est pas allé jusqu'au bout. Vous l'avez en Italie avec le mouvement 5 étoiles, qui, lui, est un populisme de centre, hein, dont on ne sait pas trop s'il est de droite ou de gauche, etc. En Espagne, vous avez le populisme de Podemos et celui de Ciudadanos, qui est un populisme de centre aussi. En France, vous avez le Front National, vous avez Dupont-Aignan, mais vous avez aussi Mélenchon. Hein, Mélenchon, je considère que c'est quand même aussi une forme de populisme. Donc vous avez partout cette montée du populisme. Alors elle est due... Vous mettez même les écologistes dans les... Oui, je mets les écologistes, parce que effectivement, les écologistes, c'est un... si vous voulez, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un ramassis de thèses extrêmement hétérogènes. Et je considère que ce qui caractérise justement une des définitions de cette chose indéfinissable qui est le populisme, c'est que c'est des mouvements attrape-tout qui ramassent en fait toutes les plaintes. Alors c'est aussi bien la disparition des petits oiseaux que les OGM, que le réchauffement climatique, que les 4x4 qui polluent, etc., etc. Bon, ça c'est le ramassage écologiste, mais vous avez le ramassage Front National, où on reprend toutes les plaintes, c'est ceux qui sont en insécurité, ceux qui sont pauvres, ceux qui peuvent pas se soigner, ceux qui sont handicapés, etc., etc. Et vous avez la même chose du côté du populisme de gauche. Souvent, ce qui les distingue, c'est très peu de choses. Je veux dire, je crois que je vais avoir un débat pour Philosophie Magazine avec Mélenchon la semaine prochaine. Et je me demande comment ça va se passer. Mais qu'est-ce qui distingue le Front de gauche du Front National? Bon, la position sur les migrants,
probablement. Peut-être la position sur l'islam, c'est même pas sûr. Hein. Je veux dire, alors si c'est simplement qu'il y en a un qui dit moi je suis de gauche et l'autre qui dit moi je suis la fille de Le Pen, ça fait une différence d'étiquetage, mais ça fait pas vraiment une différence de caractère, de caractéristiques. Alors, ce populisme, je dirais, est dû à plusieurs choses. Il y a beaucoup de raisons. C'est que, premièrement, d'abord, la faillite des partis traditionnels. Il faut être clair que partout en Europe, on a une faillite des partis traditionnels qui se sont institutionnalisés, sclérosés, installés, établis, etc., etc. Bon, phénomène normal de la vie politique. Simplement, il y a un moment où, quand la déconnexion est trop forte, eh ben, ça n'embraye plus. Bon, deuxièmement, il y a effectivement la montée des fractures sociales qu'ont analysé Bouvet, Guilluy, moi j'en ai parlé depuis 2002, hein, quand j'avais... en 2002, j'avais écrit là-dessus, la montée des fractures sociales qui ne se recoupent pas, si vous voulez. Parce que c'est vrai que vous avez, par exemple, je donne toujours un exemple pour qu'on comprenne, vous pouvez avoir des gens qui ont des perspectives de retraite à peu près correctes et une sécurité de l'emploi, mais des salaires de prolétaires, dans la catégorie C de la fonction publique, par exemple. Et puis, vous avez des gens qui sont dans l'insécurité et dans l'insécurité du travail, dans le privé, mais avec des meilleurs salaires, etc. C'est des tas de fractures qui parcourent les sociétés et qui se recoupent plus de manière à dire classe contre classe, si vous voulez. Où est la classe prolétarienne? Où est la classe moyenne? Quels sont les contours de la classe moyenne, etc. C'est une des raisons pour lesquelles la société est traversée par de plaintes multiples et qui sont captées par les partis populistes. Et puis, si vous ajoutez à cela je dirais les manipulations du Yaka et Faucon, etc., autorisées par les médias et aussi sur fond d'ignorance, hein, je veux dire, l'ignorance des fonctionnements sociaux, la perspective d'une politique qui est entièrement fabriquée et tenue par les oligarchies, vous avez du populisme. C'est la même chose en Espagne. Il se trouve que j'ai une vision assez internationale du populisme, et en ce sens que je le trouve tout à fait dangereux, avec aussi quelques variantes du fait que, par exemple, dans les pays de l'Est, ex-pays de l'Est, vous avez le fait que vous avez des pays qui ont 70 ans d'expérience politique totalement différente de la nôtre. Et qui donc, c'est pas du tout étonnant qu'ils soient populistes, conservateurs de droite, alors qu'ils sortent d'un socialisme dont ils ont souffert. Voilà. Donc, on a ce fait du populisme. Qu'est-ce que je dis sur le populisme? Je dis, d'abord, il faut le prendre au sérieux et pas se contenter de dire c'est le diable. De ce côté-là, je suis totalement contre les pactes républicains qui n'examinent pas, qui disent « Oula, il faut se défendre du loup, parce que le loup est dangereux, et donc retrouvons-nous entre droite républicaine et gauche républicaine. » Ce qui fait que la logique voudrait quand même qu'il y ait une représentation proportionnelle. Tempérée, mais une représentation proportionnelle, de manière à ce que, vous savez, quand vous regardez les populismes, en France, il fait en gros 15% des électeurs. Hein, c'est beaucoup. 15%. Vous ne pouvez pas avoir éternellement 15% de gens pas représentés jusqu'au moment où ils seront 40 ou 50%. Donc il faut... Ensuite, il ne faut pas non plus... Il ne faut pas considérer que tout ce que disent les populistes, pas les partis, mais les plaintes qu'ils recueillent sont sans importance. Parce que effectivement, il y a, par exemple, sur la faillite du monde des diplômes, il y a une plainte qui s'éveille, qui s'exprime. C'est pas une revendication ni de droite ni de gauche. Je veux dire, il faut prendre en compte. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'idée taboue du populisme. Si on veut éviter le populisme, il faut absolument traiter les problèmes qui sont soulevés par les votes populistes. Et de ce côté-là, d'ailleurs, je considère que le triomphe du populisme n'est pas du tout une fatalité. Hein. Sauf si on continue à dire c'est juste une affaire entre la droite républicaine et la gauche républicaine. Et donc, surtout, ne parlons pas, dès que quelqu'un aborde une question qui est un thème qui est évoqué aussi par les populistes, à ce moment-là, c'est diabolisé. Non, il faut pas diaboliser. Il n'y a pas de thème tabou politique. Il ne faut pas qu'il y ait de thème tabou.
Que direz-vous à Jean-Luc Mélenchon la semaine prochaine? J'en sais fichtrement rien, hein, parce que Philosophie Magazine, c'est pour son numéro de février, a décidé de faire, je ne sais même pas encore s'il est d'accord, a décidé de faire rencontrer un philosophe et un politique. Et alors, comme ils connaissent ce que j'ai écrit, ils m'ont proposé de faire ça avec Mélenchon. J'étais très content parce que je n'avais pas du tout envie de le faire ni avec Hamon, ni avec Valls, ni avec Montebourg, parce que j'ai eu un débat avec Hamon, justement, déjà dans Philosophie Magazine. C'est des monuments de langue de bois, si vous voulez. Donc, pour le philosophe, c'est pas très intéressant. Le monument de faire un débat avec quelqu'un qui fait de la langue de bois. Tandis que je pense qu'avec Mélenchon, ça risque d'être un peu excitant, quoi. On verra. Mais est-ce que, justement, vous dialoguez avec des politiques? Alors, non. Non, et c'est volontaire. C'est parce que je considère que le rôle de philosophe, pas de l'intellectuel, le rôle du philosophe, c'est de mettre sur la place publique un certain nombre d'idées, et puis s'en empare qui veut. Moi, si les gens d'extrême droite s'emparent de mes idées, s'ils ne les déforment pas, je dirais, ils vont s'améliorer. Si des gens d'extrême gauche, parce que par exemple sur les réformes fiscales, j'ai des idées très nettes aussi, s'en emparent, je ne suis pas contre non plus. Le tout, c'est que ça ne soit pas déformé. Mais c'est la différence weberienne que je fais, où il y a le savant et le politique. Être un politique, c'est prendre des décisions, et des décisions dans des conditions, des circonstances qui sont compliquées. Être un savant, c'est analyser la situation et fournir les éléments. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Ce que je reproche aux politiques français, alors là, je vais vous confier un secret. Non, ça sera un secret, parce que je ne l'ai pas divulgué encore. C'est en 2001... Il y a du monde pour un secret. Non, mais vous allez voir, parce que vous allez voir, ça veut dire, en 2001... à la suite du succès de l'Université de Tous les Savoirs, quelqu'un qui était un de nos amis, qui était aussi ami avec François Hollande, m'a dit « il faudrait que tu fasses des formations à François ». J'ai dit pourquoi pas, puisque de toute manière l'Université de Tous les Savoirs, ça a été financé sur des fonds publics. Si un politicien de droite m'avait demandé, on m'avait fait dire faut que tu fasses des formations à François Fillon, j'aurais fait des formations à François Fillon. Et j'ai eu 5 rencontres avec François Hollande, qui avaient lieu de 8h30 le matin, une fois par mois, avec Jean-Michel Gaillard, qui est décédé depuis, moi, une personne que j'invitais, et François Hollande. On a traité 5 sujets. La justice fiscale, avec la théorie de l'impôt de Rawls, qui pour moi est fondamentale, l'insécurité, la judiciarisation de la société avec Alain Supiot, qui à l'époque était à Nantes, avant d'aller au Collège de France, le fossé générationnel, et la situation carcérale. Et ça se passait très bien. Il était très charmant, et plein d'esprit, drôle, aimable, empathique et tout ça. Mais vous voyez l'impression qu'il s'en foutait royalement. Et qu'il prenait une note que quand il y avait une phrase qu'il pouvait utiliser dans un discours. Il la mettait sur une carte de visite, là, comme ça. Et en juin, j'ai dit, moi, je continue pas pour la rentrée, parce que j'ai pas vocation à être conseiller d'un homme politique qui, de toute manière, n'écoutera que ce qu'il arrangera au dernier moment qu'il arrangera. Je veux dire, et en venant, je lisais le numéro du 1 sur justement, merci pour ce moment, sur François Hollande, sur le départ de François Hollande. Les analyses étaient assez concordantes, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un de très manœuvrier, qui est un très bon tacticien, enfin, jusqu'au moment où il s'en mêle les pinceaux. Hein. À force d'être tacticien, il y a un moment où on s'embrouille. Et il n'a pas justement de grande vision d'avenir. Et ce que je reproche aux politiciens français, j'ai écrit un livre sur Chirac en 2005 qui s'appelait « La parole et l'impuissance ». Ce que je reproche aux politiciens français, c'est que c'est justement des tacticiens et qu'ils n'ont pas de vision d'avenir. Stratégique. Ils n'ont pas de vision stratégique et qu'ils n'utilisent même pas
les éléments que leur fournissent ce qu'on appelle les think tanks. Mais qui les think tanks, là encore, j'ai beaucoup à en dire, parce que c'est plutôt des clubs mondains où on fait passer tout le monde, justement, y compris, vous avez des clubs, des think tanks de droite où passent des gens de gauche, des think tanks de gauche où passent des gens de droite, vous n'y comprenez plus rien, et en fait, c'est une occasion d'inviter des gens pour bouffer à midi, hein. Je veux dire, c'est ça. Hein. Je me suis fait avoir une fois, j'ai pas deux. Hein. Vous aviez bien mangé quand même. Ben non, justement, parce que vous parlez. Lorsque c'était le club de l'entreprise, le think tank de l'entreprise, qui m'avait invité quand j'ai écrit mon livre sur le mérite. Alors après une expérience désastreuse, et j'avais dit, payez-moi. On m'avait dit, mais non, d'abord, vous allez rencontrer tous les grands patrons français. Oh, j'ai dit, ça c'est sympa comme rémunération. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et puis j'ai dit, ne pas être rémunéré, et pendant qu'eux, ils mangent, en m'écoutant distraitement, et moi pas manger, non merci, j'y suis pas allé. Et puis voilà. Alors, on va se laisser faire. Je me laisse pas faire dans la vie. Hein. On va passer peut-être, oui, juste face au populisme, alors vous évoquez effectivement plutôt les réponses tacticiennes des partis classiques, mais il y a quand même une réponse sur laquelle vous dites beaucoup de choses, c'est la question de l'identité. Oui, alors sur l'identité, c'est clair, c'est pour ça que à gauche, souvent, on m'exclut, mais à droite aussi, parce que je ne suis pas identitaire. Je considère que les identités sont des constructions qui ne sont pas des constructions. Et donc, il y a des identités régionales, des entités locales, des entités nationales, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est toujours la production d'un récit fictif. Et qui dit fiction dit qu'il y a toujours le risque d'une hystérisation. Hein. Moi, par exemple, je suis profondément français, mais je suis français de tendance lyonnaise. Je suis profondément lyonnais, c'est-à-dire qu'il y a des choses, la qualité de la nourriture, par exemple, m'importe beaucoup plus que des choses comme ça, vous voyez. Mais je suis lyonnais et j'ai vécu à Marseille, et l'identité marseillaise, c'est aussi quelque chose, et c'est quelque chose d'assez différent du reste. Et chaque fois, c'est une construction. Ça se voit d'ailleurs dans les clubs de supporters de football, les manières dont on se déguise, les manières dont on est attaché à certaines dates, certaines fêtes, certaines choses. Les 8 décembre, les Lumières à Lyon, etc., etc. Donc les identités sont toujours des constructions. Donc je crois que tout appel à des identités comporte le risque d'une hystérisation et puis d'une fabrication. Puis je dirais franchement, moi je comprends très bien que ce que je veux, c'est qu'un Français d'origine immigrée se sente une identité républicaine. Et moi, là, je suis d'accord avec lui, parce que mon identité politique, elle est républicaine. Après, sur les variantes, je veux dire, son identité, à lui, il y a des éléments dans l'identité. Hume l'a très bien dit, ça. Il y a des éléments dans l'identité qui tiennent aux passions, qui tiennent aux instincts, qui tiennent à toute première enfance, etc. Donc l'idée de nos ancêtres les Gaulois, c'est de la blague, hein, je veux dire, c'est pour ça. En revanche, nous, les Républicains, ça c'est une identité, mais c'est une identité très abstraite et très schématique, hein, mais ça suffit. Et de ce côté-là, c'est les idées de la Révolution française. Tout citoyen qui adhérait aux valeurs de la Révolution française pouvait venir faire allégeance à la Révolution française et devenait citoyen français. Ça me semble une bonne manière de faire. De ce côté-là, d'ailleurs, un des migrants qui dirait on veut... C'est une question que je pose, c'est comment on va intégrer les migrants? Et il faut forcément qu'ils deviennent républicains. Mais je ne vois pas d'autre solution. Ils ne vont pas rester touristes comme ça, touristes en précaire. Alors, on va passer à la troisième partie de votre ouvrage, et qui est le souhait d'un retour à une forme de réel politique. Oui. Pas de politique internationale des bons sentiments. Oui. Alors, allez-y, dites-nous. Oui, alors là, c'est le point sur lequel... Vous parlez de la morale de soins, la politique de soins. Oui, le CARE. La morale de l'humanitaire. Hein, ce que je mets encore... Alors, j'ai rien contre les French Doctors. Hein. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que l'humanitaire, c'est devenu un méga business. Hein, il faut être clair. J'ai organisé des séances de l'Université de Tous les Savoirs sur les conditions de vie, justement, dans les actions humanitaires. Je veux dire, c'est du business, les actions des Nations Unies, les ONG, etc. Mais enfin, c'est pas ça le plus important. C'est-à-dire que l'idée que
la démocratie s'impose d'elle-même partout parce que les gens aiment fondamentalement la démocratie. C'est une idée fausse. Il y a des tas de gens qui sont pas démocrates parce que leur culture est pas démocrate et il faut être réaliste là-dessus. De ce côté-là, la manière dont les gens se sont en France, dont les hommes politiques ont commencé par ne pas voir les révolutions arabes, et ensuite dont on a dit c'est la révolution, c'est le printemps. Vous avez eu le printemps arabe, ce qu'il donne en Syrie, vous avez eu le printemps arabe, ce qu'il a donné en Égypte, vous avez eu le printemps arabe, ce qu'il a donné en Tunisie, etc., etc. Et encore, la Tunisie était pas mal équipée. Elle était pas mal équipée, hein, à cause de Bourguiba et d'une forte tradition démocratique venant de très loin, hein, je veux dire, et à cause aussi de l'importance du vote des femmes. Hein, c'est ça qui a préservé la Tunisie. Mais je veux dire, il n'est pas la démocratie est désirable pour tous. Allez essayer de mettre la démocratie en Afghanistan, c'est absurde. Il y a ça. La résolution de tous les conflits par l'humanitarisme, non, il y a des moments où on n'est plus... il n'y a pas d'entente possible avec certains groupes. Essayer d'aller négocier avec l'État islamique, non, le problème c'est eux ou nous, etc. Bon, et puis je dirais surtout retour au réalisme de l'analyse des situations politiques. Parce qu'on a quand même, depuis 90, alors je comprends, parce que si vous voulez, avant 90, avant la perestroïka, on avait un monde qui était bipolaire, assez clair et articulé. Donc c'était rassurant. Il y avait d'un côté eux et d'un autre nous. Et puis, après l'échec, si vous voulez, de toutes les histoires de dominos en Afrique et en Amérique latine, la vision du monde était assez stable. Après 90, on dit c'est multipolaire, donc c'est formidable, c'est une thèse de Chirac. Alors que multipolaire, ça veut dire plutôt des risques de conflit assez multipliés. Et puis, je veux dire, l'action humanitaire, le droit international, tout ça va s'étendre naturellement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a fait erreur sur erreur. 2003, à la suite des attentats du 11 septembre, 2003, l'Irak et l'Afghanistan. Ensuite, on a eu la Libye. Ensuite, on a eu les printemps arabes. Ensuite, nous avons manqué complètement de clairvoyance, si vous voulez, sur la politique internationale. Et du coup, c'est à la fois la bienveillance, l'humanitarisme, les droits de l'homme qui nous ont induits en erreur, mais aussi, je dirais, du coup, l'aveuglement que ça entraîne, c'est-à-dire la méconnaissance des situations. Je prends juste un exemple. Ce qui se passe en Syrie et en Irak actuellement, c'est, quand on est dans la perspective de la réelle politique, c'est la continuation d'une histoire d'une question qui a été au centre de la politique européenne pendant tout le 19e siècle, depuis la fin du 19e, de la question d'Orient. C'est simplement la question d'Orient. Et quand Hollande, le 31 août 2013, avait décidé d'aller châtier Bachar el-Assad pour l'utilisation d'armes chimiques, ça ressemblait beaucoup à du Bush, hein. Pourquoi on a dégommé Saddam Hussein, c'est à cause des armes chimiques qui n'existaient pas. Quand Hollande décide avec nos pilotes, etc., les gens sont au pied de l'avion en tenue, les moteurs sont allumés, heureusement les Anglais ne veulent pas venir et les Américains non plus, décident d'aller châtier Bachar el-Assad, mais on est dans la politique de l'illusion la plus complète. Je veux dire, la question syrienne, c'est une question éminemment compliquée. Je ne dis pas que Bachar el-Assad est un gentleman, hein, mais je veux dire, est-ce que la déstabilisation de la Syrie, qui était quand même un État multiconfessionnel, pas une démocratie, ça c'est sûr, mais multiconfessionnel, assez développé, etc., est-ce que ça vaut la peine de déstabiliser des pays comme ça au nom des droits de l'homme, de la démocratie, des lendemains qui chantent? Non, je dis non. Regardez ce qui s'est passé en Libye, idem. Les aventures en Afghanistan, idem. L'histoire de la question d'Orient montre par exemple que tous les gens qui sont allés en Afghanistan, tous les pays qui sont allés en Afghanistan sont repartis la queue entre les jambes. Hein. Les Russes, les Anglais, les Américains, les Français, etc. L'Afghanistan est un pays... C'est pas parce que les petites filles vont pas à l'école qu'il faut aller tuer tous les Afghans. Hein, je veux dire, c'est tout, point à la ligne. Mais alors, qu'est-ce qu'il
est-ce qu'il n'y a pas un risque de désertion à ce moment-là du champ de la politique internationale? Ah non. Alors, quel message on va porter? Ah ben non, moi jamais, tout simplement revenir au réalisme. J'ai l'impression, Dieu merci, grâce à l'État islamique aura eu du bon. D'une certaine manière. D'abord, l'État islamique, il est né du vide créé par l'effondrement du régime syrien. Et je crois que si on était allé bombarder Bachar el-Assad le 31 août, on aurait vraiment l'État islamique, mais pour de bon. Bon, je veux dire, si on, au contraire, s'en occuper, mais en cherchant des solutions qui sont en l'occurrence des solutions multinationales. Il y a la Turquie qui est concernée, il y a les Kurdes, il y a la Russie, il y a l'Iran. Il y a les Syriens, bien sûr, eux-mêmes, avec les différences religieuses. Il y a même les pays sunnites, l'Arabie saoudite. C'est un rapport de force. De ce côté-là, moi, j'approuve la politique de Poutine, très franchement. C'est un rapport de force qui est un rapport de force historique, profondément inscrit dans les histoires de toute cette région. Et à partir de là, et chercher à restabiliser d'une manière ou d'une autre la Syrie. En plus, l'intéressant dans ces cas-là, c'est que vous réglez aussi des questions comme, en partie, vous réglez la question des migrants. Parce que si vous aviez comme migrants seulement des réfugiés politiques, les choses seraient beaucoup plus simples. Parce que, mais vous avez des réfugiés de guerre, vous avez des réfugiés, des migrants économiques, vous avez des mafieux, vous avez des terroristes, vous avez tout ça. Je veux dire, quand vous déstabilisez des régions entières, il a été moins une que la Tunisie soit déstabilisée par la Libye. Je pensais que le risque pour la Tunisie venait pas de l'intérieur, parce que d'une certaine manière, Ennahda a compris la leçon de l'État islamique et veut pas pratiquer quelque chose comme l'État islamique. Mais en revanche, les djihadistes de Libye ou du sud algérien, eux, c'est des vrais djihadistes, c'est pas des... Et ils avaient la capacité de faire plier, de détruire le régime démocratique tunisien. Non, au contraire, c'est une politique internationale, mais éclairée et réaliste, quitte à être parfois cynique, je veux dire, mais réaliste. Je veux dire, tout le monde dit Erdogan, il joue double jeu, mais il a quand même 2 700 000 réfugiés sur les bras, syriens, et c'est pas rien. Le Liban a 2 millions de réfugiés sur 4 millions de population. Je veux dire, on comprend bien aussi qu'ils nous disent qu'ils ont aussi leur politique à mener. Non, au contraire, c'est une politique internationale beaucoup plus active, mais plus proportionnée et plus mesurée et plus intelligente. Mais l'idée d'aller punir Bachar al-Assad, punir Poutine, punir tout le monde, c'est de la politique ridicule. Oui, alors donc si on résume, vous êtes contre ce que vous appelez le BHLisme. Oui, fondamentalement. Le Kouchnerisme. Le Kouchnerisme. Voilà, le hulotisme aussi, je l'ai lu. Et s'agissant des conflits, ce que je crois comprendre, c'est que vous dites en gros, on peut s'en mêler, mais en essayant de les contenir sur des territoires restreints. D'abord, moi, je ne crois pas à l'ingérence humanitaire et je ne crois pas à la notion de guerre juste, fondamentalement. Donc, déjà, laisser les gens régler leurs problèmes eux-mêmes. Parce que d'une certaine manière, je veux dire, aller se mêler des questions en Syrie, je ne suis pas sûr que ça fasse moins de victimes qu'ils n'en auraient fait entre eux. Je veux dire, Afghanistan, c'est pareil. Irak, l'état dans lequel l'Irak a été laissé, je veux dire, est effarant. Donc, la Libye, c'est pareil, j'en reviens toujours là, laisser les gens gérer leurs questions. Même, je dirais, dans le cas de l'Afrique, c'est pareil. Je suis contre le tribunal pénal. Alors, je vais aggraver mon cas, la Cour pénale internationale, parce que tous mes amis africains me disent que c'est bien gentil le droit international, mais ça sert en gros à condamner des Noirs. C'est tout. Si vous regardez ce qu'a fait la Cour pénale internationale... Et un Serbe aussi. Un Serbe, oui, il en fallait un pauvre Serbe et des Noirs, alors là, à profusion. Et quand vous allez parler avec des gens sensés en Afrique, ils vous disent, vous êtes des racistes en droit international. Le droit international, c'est un droit de racisme. Tout simplement parce que les pays
qui n'ont pas signé le protocole de Rome, ils sont restés à l'abri de l'affaire. La Russie l'a pas signé, l'Iran l'a pas signé, les États-Unis l'ont pas signé. Donc, quand on vous dit le Rwanda veut en sortir, ou je sais pas quel pays veut en sortir, on dit mais c'est scandaleux. Mais attendez, il y a ceux qui y sont pas rentrés. Et la France y est rentrée, mais je me suis parfois demandé si Hollande ne pourrait pas être traduit devant le tribunal pénal international à la suite de ces révélations dans son livre. Je veux dire, parce que je veux dire, après tout, s'il a ordonné des assassinats ciblés, il tombe sous le coup des poursuites de la Cour pénale internationale. Voilà, alors ces faits qu'on a évoqués vous conduisent finalement à cette conclusion d'une certaine manière qui consiste à dire tout ça c'est à la faute de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens, y compris ceux qui commettent des attentats, qui ont plein d'excuses. Ils ont pas l'éducation, ils sont dans des familles horribles, ils sont rejetés par la société. Et donc vous dites tout ça c'est la faute à la bienveillance. Donc il faut surtout pas faire de politique basée sur la bienveillance. Alors c'est la bienveillance, mais pas seulement. C'est aussi dans le chapitre de critique, il y a aussi, je reprends aussi l'analyse merveilleuse de Hegel sur la vision morale du monde. Arrêtez de voir le monde moralement. La politique c'est pas une affaire de morale. La politique c'est une affaire d'accord ou de désaccord autour d'un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, quelquefois elles ont à voir avec la morale, mais pas toujours. Bon, je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas être bienveillant dans les relations humaines. J'essaye de l'être autant que je peux. Mais il ne faut pas non plus galvauder la bienveillance. Par exemple, je considère que la bienveillance dans les relations éducatives doit avoir des limites. Actuellement, les établissements sont bombardés de circulaires du ministère de l'Éducation nationale sur le traitement avec bienveillance des élèves, traitement avec bienveillance de ceci, de cela, etc. Le résultat, c'est qu'on admet que les gens ne sachent pas lire, ne sachent pas écrire, et 500 mots de vocabulaire au nom de la bienveillance. Et du coup, là, je dirais qu'on est injuste, on est profondément injuste. Je veux dire, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu le classement PISA. Ce qui est le plus inquiétant dans ce classement, c'est que les gens défavorisés en France sont enfoncés dans leur situation défavorisée par le système scolaire, au nom de la bienveillance, puisque il faut être gentil avec les gens, il faut leur faciliter les choses, il faut leur donner les diplômes, etc., etc. Bon, donc la bienveillance, elle a sa place dans beaucoup de relations humaines, mais c'est pas un moteur de la politique. La politique, pour moi, le principe fondamental de la politique, c'est la justice. C'est vraiment la justice. Traiter les gens avec justice. Mais, en revanche, je pense qu'on a détourné la bienveillance, c'est un point auquel je tiens beaucoup, on a détourné la bienveillance en une justice à la carte. C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes tous différents, il y en a des jeunes, il y a des vieux, il y a des doués, il y a des pas doués, il y a des gens en pleine santé, il y a des gens handicapés, il y a des gens qui ont de l'héritage, il y a des gens qui n'en auront pas, etc. Étant donné que nous sommes tous différents, avec l'État-providence, on a eu tendance au nom de l'égalité, à monnayer l'égalité en ce que j'appelle une égalité de guichet. C'est-à-dire à chacun selon, non pas ses mérites, mais selon ses besoins. Et selon ses plaintes aussi. Je veux dire, donc, regardez les aides sociales. En France, il y a adultes handicapés, RSA, parents uniques, etc. On a taillé sur mesure, en quelque sorte, l'égalité. Or, ce que j'avais montré dans mon livre sur le mérite, en 2007, c'est que quand on monnaie l'égalité aussi loin, on la fait disparaître. Il n'y a plus d'égalité. Puisque c'est moi j'ai droit à ça, mais toi tu n'as pas droit, et puis mais moi j'ai droit en plus à ça, etc., etc. Et là, la bienveillance est liée pour beaucoup, parce que c'est vrai que toutes les plaintes sont estimables, toutes les plaintes sont recevables. En même temps, si on se met à répondre à toutes les plaintes de manière personnalisée, eh bien, on produit de l'inégalité partout et du coup de l'aveuglement au véritable problème. Donc je suis fondamentalement pour une justice, mais une justice qui soit une justice, disons, limitée à, en gros, j'aurais tendance à dire une justice soit limitée à deux secteurs. C'est égalité des chances. Et ça, c'est le problème de l'éducation. Égalité des chances. Et ça, on sait assez bien la produire. Comment est-ce qu'on produit de l'égalité des chances? Et deux, égalité des contributions fiscales. Ça, je crois que fondamentalement, et je pense qu'une grande partie du populisme serait désarmée
si on avait une réforme fiscale, mais pas qu'il soit une réforme fiscale pour faire payer les riches. Ça ne veut rien dire, ça. Une réforme fiscale qui laisse entrevoir aux gens un impôt juste, c'est-à-dire une égalité de contribution des gens en fonction de leurs moyens. Et de ce côté-là, on a un édifice fiscal en France qui est totalement inintelligible. Il est illisible, il est inintelligible. On a ajouté chaque année des réglementations supplémentaires, et du coup, il sera très difficile à défaire, mais il faut revenir. Moi, par exemple, je pense qu'il n'est pas du tout normal que sur 37 millions de foyers fiscaux, on n'en ait que 17 qui payent l'impôt sur le revenu. Parce que, je veux dire, si vous êtes citoyen, il faut que vous contribuiez à la vie de la communauté. Pas forcément beaucoup, 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. Les effets de seuil sont d'une catastrophe. Les effets de non-imposition fiscale sont d'une catastrophe. L'impôt sur la fortune est une absurdité. Je veux dire, on a tout un édifice qui est à peu près... Alors on vous dit, mais il est symbolique, l'impôt sur la fortune. Oui, très bien, il est symbolique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, en revanche, on pourrait très bien avoir un impôt progressif qui atteignent même des taux assez confiscatoires pour les tranches supérieures. Il y a eu beaucoup de pays, y compris des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, qui, dans des situations de crise, ont mis en place des taux confiscatoires de 70-80% sur les franges les plus élevées des revenus. Mais arrêtez d'avoir tous ces systèmes bouclier fiscal. Vous savez que le système qu'a adopté Hollande est pire que le bouclier fiscal. Ça coûte encore plus cher, son système de protection contre l'impôt sur la fortune pour les grandes fortunes, etc. On est dans un système qui est illisible. Si vous aviez déjà égalité des chances réelles, disons réelles ou en tout cas crédibles, que vous ne soyez pas sûr, si vous naissez à Paray-Vieille-Poste, de rester toute votre vie à Paray-Vieille-Poste. Une égalité des chances réelles, qui était l'égalité de l'élitisme républicain dans le temps. Je veux dire, ça a existé, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas encore. Et si vous aviez une égalité fiscale dans les contributions, vous auriez déjà beaucoup plus une éducation bien reprise en main, vous auriez déjà la plupart des thèmes populistes qui disparaîtraient. C'est pour ça que je suis à la fois très pessimiste dans le diagnostic et très optimiste. Parce que je trouve bien, d'ailleurs, c'est que déjà on dégage tous les vieux. Ça en fait 3 qui se sont fait bananer. Et ça peut continuer. Moi, je dis souvent que 2017, rien ne se passera comme prévu. Parce que, je veux dire, jusqu'ici, rien ne s'est passé comme prévu. Et ce côté-là, quand j'ai mes exigences, si vous voulez, républicaines, elles tiennent aussi au fait que je considère que le citoyen, il n'est pas idiot. Même le fondamentaliste islamique, il n'est pas idiot. Il sait très bien toucher son RSA, il sait très bien prendre ses billets d'avion sur EasyJet, il sait très bien louer des voitures et sillonner l'Europe avec des Skoda 800, comme Abdeslam. Je ne vois pas pourquoi l'acteur social, l'acteur humain, ne pourrait pas faire un citoyen intelligent. Le tout, c'est qu'on lui dise ce qu'il faut qu'il fasse, et puis 2, qu'on lui tape sur la tête quand ça ne va pas. Voilà. Alors, sur la bienveillance, juste une petite remarque, parce que vous, dans votre livre, vous ne parlez que des théoriciennes de la bienveillance. C'est quelque chose qui est plus féminin que masculin. Oui, parce que ces théories du care, de la sollicitude, de la bienveillance sont venues des États-Unis et elles sont nées dans un contexte de pensée féministe. Simplement, ensuite, elles ont été radicalisées. Moi, j'ai été parmi les introducteurs de la pensée féministe en France il y a bien longtemps. Donc, je veux dire, de ce côté-là, je me sens, j'ai pas du tout de complexe. Simplement, ensuite, comme d'habitude, à la manière américaine, on a radicalisé ces pensées pour en faire des sortes de gadgets universitaires. Et puis, on a fait comme on fait d'habitude en France, on a importé ça. Dans le temps, on importait Heidegger, puis on a importé Husserl, puis on adore importer, en disant c'est formidable, et regardez comme ils sont intelligents, et bien plus intelligents que nous. Et donc, on a introduit ces pensées radicales de la bienveillance, je dirais, comme critère de fonctionnement politique. Et c'est juste que dans le courant de Martine Aubry qu'on a intégré cette bienveillance, les derniers gadgets à la mode,
etc. Mais pour moi, là, cette bienveillance, si vous voulez, il y a deux choses. Vision morale du monde, aveuglement sur la réalité des fonctionnements, et vision bienveillante du monde, État guichet. Et c'est ça que, et du coup, on revient au début de notre entretien, parce que qui dit État guichet dit on ne sait pas ce que c'est qu'être citoyen. On est consommateur de droits, on n'est plus citoyen. Alors face à l'État guichet. Vous citez particulièrement Fabienne Brugère, qui est oui, c'est elle qui a écrit la plupart des bouquins. Je dis ça simplement parce qu'elle a été à votre place ici il y a quelques séances, enfin ça doit faire 3 ans ou 4 ans maintenant, et que bon, ça aurait été intéressant de faire un débat avec vous, mais j'ai débattu avec son mari là récemment, donc ça revenait au même, mais non, parce qu'elle aurait pu venir. Hein. Elle aurait pu venir. Elle a envoyé son mari. Bien, merci.